PNC, the Mavericks, man. Dodging for Drew. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer from downtown. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! I saw the ambitious dreams of conquerors. You watched the telecast. Oh! Kyrie Irving! High flyer! Bonjour et bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Je m'appelle Barnabé et je suis super content d'enregistrer cette deuxième émission parce que c'est l'intersaison en NBA et l'intersaison, c'est hyper excitant pour tous les fans de NBA et notamment pour Dallas qui a été hyper actif en ce début d'intersaison. Je crois me rappeler que l'année dernière, on avait dû attendre un moment avant de voir les premiers transferts. On peut dire que Nico Harrison, cette fois-ci, il n'a pas perdu de temps. Alors, pour analyser tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, j'ai avec moi celui qui a probablement déjà dans son armoire un maillot floqué Thompson. J'ai nommé Quentin. Salut Quentin. Bonjour, bonsoir tout le monde. Super content d'être avec vous tous. Je pensais pas qu'on aurait un programme aussi chargé après au 3-4 juillet pour nos Mavericks, mais si, il est là. Pas le maillot de Thompson encore, mais ouais, il va pas tarder celui-là. Ok, merci Quentin. Salut Quentin. Et j'ai aussi avec moi Nico qui lui est probablement en deuil après le départ de Tim Hardaway Jr. Salut Nico. Je ne sais pas si c'est une vanne ou pas. On va en reparler tout à l'heure. Salut Barnab. C'était pas une vanne il y a 3 ans, c'est devenu une vanne l'année dernière. Mais salut Barnab, salut à toutes et à tous, à nos millions d'auditeurs. Ravi de les retrouver ce soir. Ok les gars, bon, donc comme j'ai dit en intro, il s'est passé énormément de choses dans ces débuts d'intersaison. Donc on va bien évidemment parler de l'arrivée de Klay Thompson à Dallas. On va aussi parler de l'arrivée de Naji Marshall en provenance de New Orleans. On va parler de l'échange avec Détroit qui a envoyé Tim Hardaway Jr. en échange de Quentin Grimes. On va parler des départs de Derrick Jones Jr. et de Josh Green. Et il ne faut pas oublier la draft parce qu'on est super content d'avoir un Frenchie dans le roster. Il arrive de Villeneuve-Saint-Georges. Il s'appelle Melvin Aginsa. Alors, on va parler de tout ça, mais pour commencer, j'aimerais qu'on prenne un moment pour avoir votre avis sur ce qu'il fallait attendre de cette intersaison. Quels sont les ajustements d'effectifs qui pourraient permettre à Dallas de gagner le titre NBA? Parce qu'on est d'accord que là, le titre, ça doit être l'objectif de la franchise la saison prochaine. Donc, Nico, j'aimerais commencer avec toi. Quels sont les axes d'amélioration sur lesquels Nico Harrison devait travailler pendant cette intersaison? Je dirais déjà, quand tu as été en finale NBA, quand tu es une équipe ambitieuse, tu dois forcément viser le step au-dessus. Et le step au-dessus, il est forcément encore plus ambitieux parce que c'est directement le titre NBA. Donc, ça va être des playoffs et une saison intéressante. Où est-ce que les Mavs vont pouvoir aller? Pour répondre à ta question, déjà, je voudrais rappeler que il se passe pas exactement ce qu'on avait annoncé. À la base, on pensait avoir une intersaison assez stable, avec beaucoup de continuité. C'est ce que disait Nico Harrison. Vous vous rappelez, il disait re-signer Derrick Jones Jr., c'est la priorité 1A et 1B. Ça, c'était la direction annoncée et finalement, ça a beaucoup bougé et beaucoup plus bougé que ce qu'on a imaginé. Alors après, on va rentrer un peu dans tout ce qui s'est passé, mais on peut se dire déjà qu'il y a eu, en termes de profil, on est relativement sur des profils similaires entre Naji et Marshall et Derrick Jones Jr., Klay versus Tim Hardaway Jr. Je pense qu'on va pas être d'accord dessus d'ailleurs, mais ça va être intéressant. Mais les axes d'amélioration, je pense qu'il y a plusieurs axes. Le premier, je pense que ce qui a fait défaut, c'était à mon avis la pauvreté du banc des Mavs, et notamment dans le scoring. La grande question, ça va être Klay, banc, pas banc, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, le swap Tim Hardaway Jr. et Klay Thompson peut apporter une vraie valeur en plus. En sachant, comme je le disais dans l'intro, c'est une blague et pas une blague. Un peu de respect quand même pour Tim Hardaway Jr. Je pense qu'il a fait beaucoup vanné cette année. Il a fait une saison 4 mais il a aussi beaucoup apporté aux Mavs pendant plus de 3 années. Donc un peu de respect pour ça. Moi, l'axe d'amélioration supplémentaire, je pense que c'est la rotation supérieure sur les postes 3-4 ou 4-5. Je pense que vous savez, je suis pas un énorme fan de Maxi Kleber, moi.
Je ne suis pas convaincu qu'une équipe qui vise le top 3 à l'Ouest et qui va cette année lutter pour le titre, elle doit avoir un joueur comme Maxi Kleber avec autant de minutes dans la rotation. Je suggère un peu le même move que ce qui s'est passé avec Dwight Powell. Peut-être de laisser gentiment sur le banc et de laisser upgrader l'équipe avec des profils supérieurs. Et puis le dernier point qui était important, et je pense que c'est aussi ce qu'a fait Nico Harrison, c'est il y a un vrai besoin de stopper défensif sur les lignes arrière. Ce qu'on attendait de notre Franck national, et puis ce qu'on va attendre de notre nouveau Quentin national, Quintin. Mais on en parlera tout à l'heure aussi. Mais moi, les axes d'amélioration, c'était ceux-là en fait que j'envisageais. Ok, super Nico. Quentin, t'es d'accord avec ça? Ouais, en partie, mais pour le coup, moi j'étais plutôt partisan on est dans une très bonne lancée et je voulais rester dans cette lancée sans bouger énormément, quitte à attendre plutôt la trade deadline pour bouger. Nico Harrison m'a fait mentir une nouvelle fois. Pour moi, l'unique priorité, c'était de re-signer Derek Jones Jr. et puis ensuite de s'améliorer avec les bonnes opportunités, et c'est-à-dire par le biais d'un trade au cours de la saison. Et pour le coup, ouais, c'est pas ce qui s'est passé. Pour moi, clairement, le plus gros upgrade qu'il faut faire dans cette équipe, c'est au niveau du poste 3. J'ai trouvé que c'est là où vraiment que ça se voyait qu'on manquait d'un joueur d'un très haut calibre comparé à nos adversaires contre qui on a buté en finale. Et donc du coup, je me retrouve. Heureusement que j'avais pas fait des pronostics sur ce qui va se passer durant la free agency, parce que là j'aurais vraiment eu zéro. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe tout cela, mais encore une fois bien content de ce que nous a fait Nico Harrison. Après, c'était important de rappeler notre Nico à nous l'a fait un petit peu, de dire qu'on sort d'une finale NBA. Donc oui, évidemment, il faut viser au-dessus, mais il faut garder en tête que on sort d'une finale NBA. Ça veut dire qu'on est sorti de l'Ouest, qu'on est champion de l'Ouest et qu'on a déjà un effectif très très bon. Et je suis pas du tout pour vouloir déjà faire des trades dans tous les sens, etc. Je suis toujours plutôt partisan de Maxi Kleber, qui, même si j'ai eu beaucoup de mal sur les finales, lors des 2 premières rounds et spécifiquement face aux Clippers notamment, j'ai beaucoup apprécié encore ce qu'il a pu apporter par son spacing, par sa défense. Donc moi, je suis toujours I'm still a believer, comme on dit, de notre pépite de Würzburg, qui est toujours dans l'effectif. Mais en tout cas, beaucoup de surprises sur ces 3 premiers jours de free agency côté Dallas. Ok, alors on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de Klay Thompson, parce que évidemment c'est le gros trade qui s'est passé en début de free agency. Alors Klay Thompson, c'est un champion NBA 4 fois avec Golden State, c'est 5 fois un All-Star. C'est encore un des meilleurs shooters de la ligue, 39% à 3 points la saison dernière. Mais il est en fin de carrière, il a 34 ans. Il a été freiné par pas mal de blessures récemment. Alors, Quentin, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer tous les détails du trade qui a été effectué, mais aussi dis-nous si finalement, est-ce que à ton avis c'est encore un gros coup de Nico Harrison, ou alors est-ce que ça risque d'être un gros flop? Alors, déjà, on va commencer par le fait expliquer que même si c'est un trade, c'est pas un trade comme les autres. C'est donc ce qu'on appelle un sign and trade. Sans rentrer trop dans les détails, on est dans une configuration où Dallas ne pouvait pas signer Klay Thompson en tant que free agent au niveau du salary cap, etc. Et pour le faire venir, on était obligé en fait de le faire signer dans son équipe d'origine, et ensuite l'équipe d'origine le tradait vers une nouvelle équipe. Donc, ce qui explique pourquoi est-ce qu'en fait on envoie si peu en échange, c'est-à-dire qu'on envoie juste 2 picks de second tour de draft aux Warriors pour Thompson. Donc en fait, eux, ils font ce move parce qu'ils savaient qu'ils perdaient Klay Thompson, ils voulaient s'en séparer. Et pour libérer du cap pour accueillir le salaire de Klay Thompson, parce qu'en NBA on ne peut pas accueillir du salaire comme ça si on est déjà au-dessus du cap. Et nous, il fallait qu'on se libère d'un poids au niveau des finances, et c'est ce qui a été fait notamment en envoyant Josh Green à Charlotte.
Charlotte a pu accueillir Josh Green sans aucune contrepartie parce que eux, c'est une équipe en dessous du cap. Donc voilà, je voulais prendre un peu le cap, c'est le montant maximum qui est autorisé au niveau des salaires. Donc c'était important d'expliquer que voilà, on est dans le cadre d'un sign and trade et c'est pour cela qu'on en voit si peu aux Warriors, c'est-à-dire on envoie juste 2 second round picks à Golden State et on récupère du coup Thompson qui est signé pour une durée de 3 ans et le montant c'est 50 millions. Donc ça fait à peu près des saisons à 15-16 millions. Donc ça devrait être autour de 16 millions la première et 17-18 la dernière. J'ai un doute sur s'il y a une player option ou pas sur sa 3e année. Donc voilà en tout cas pour le contrat et le trade. Pour répondre à la question, est-ce un coup de génie de Nico Harrison, c'est surtout un coup de génie de Kyrie Irving, parce que on a appris notamment que LeBron et les Lakers voulaient aussi beaucoup Klay Thompson, c'était l'équipe qui se battait sur Klay, et qu'ils auraient pu lui proposer probablement plus d'argent, mais qu'il y a eu du travail qui a été fait notamment du côté de Kyrie Irving pour persuader Klay Thompson à choisir Dallas, à venir de notre côté. Donc évidemment, Nico a mis en place voilà, le trade pour envoyer... Ouais, juste pour nuancer ça, il n'y a pas un écart énorme en fait. Hein, c'est quasiment la même chose qu'il aurait gagné au final en fait. Hein, Klay Thompson, c'était les Lakers. Les joies des taxes sur la Californie et le Texas étant ce qu'elles sont, c'est à peu près la même somme d'argent. Oui, c'est vrai que on en parle souvent de cet aspect. Au final, il sert jamais. Et là, pour une fois, l'aspect des taxes a l'air d'avoir servi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son père, le père Thompson, lui, il est dégoûté qu'il aille à Dallas parce qu'il voulait clairement que son fils aille aux Lakers. Mais voilà, clairement, Kyrie a servi à faire venir Klay. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi beaucoup bravo à Kyrie. On en parlait dans notre podcast numéro 1 de la force attractive de Kyrie. Bah là, en tout cas, ça a été ça a servi. Donc voilà pour les détails du trade. Le risque, clairement, il existe parce que, comme tu l'as dit, Barnab, il sort de blessures, limite les 2 blessures les plus importantes pour un basketteur, rupture tendon d'Achille et ligament croisé, je connais. Hein. Compliqué. Et puis l'âge, il est effectivement âgé. Cependant, le risque pour moi n'est pas élevé dans le sens où le contrat est extrêmement raisonnable. Il y a 5-10 ans, 16 millions la saison, c'était énorme. Dans une NBA où le salary cap va monter à 140 millions et va augmenter dans la saison d'après, c'est tout à fait raisonnable. Pour vous prendre un peu de recul, c'est ce qu'on payait Tim Hardaway Jr. ou ce qu'on allait le payer sur la saison à venir. Donc pour moi, le risque vaut clairement la chandelle dans le sens où je pense vraiment que dans le système qu'on a, on peut réussir à... Le mot est un peu fort, mais à ressusciter Klay Thompson. Évidemment, ça sera pas le Klay Thompson qui a été champion, il a dû être all defensive, j'ai un doute là-dessus, mais en tout cas qui était un défenseur élite sur les lignes extérieures. Évidemment que de ce côté-là, il a perdu. Cependant, comme tu l'as dit, 39% la saison dernière, alors que sa saison est moyenne, ça reste un sniper, un catch and shooter de malade. Et ça, j'ai aucun doute sur le fait que ça va bien réussir à fitter dans l'effectif. On a réussi à plutôt bien jouer avec Tim Hardaway. Est-ce qu'on peut penser finalement qu'il va avoir des tirs ouverts encore plus que la saison dernière aux Mavs? Peut-être son pourcentage à 39%, ça peut s'améliorer. Bah oui, enfin pour moi oui, parce que Steph Curry, lui, il attire énormément la défense, là où Luka Doncic va peut-être un peu plus te libérer par sa vision de jeu, mais le fait qu'il y ait Kyrie à côté, et l'effectif qui est globalement plus profond, je trouve, que celui des Warriors de la semaine dernière, fait qu'il va avoir des tirs ouverts, un peu comme de l'époque où il était avec Curry Durant. Donc de ce côté-là, moi j'ai aucun souci sur le fait que ça devrait filocher à 3 points. C'est plus sur à quel point est-ce que défensivement il arrive à retrouver un niveau, parce qu'on a bien vu ce qui était catastrophique avec Tim Hardaway Jr., c'était surtout aussi sa défense. Kyrie, Luka, c'est pas ouf, on va pas se permettre d'avoir un troisième joueur qui ne l'est pas. Donc moi c'est vraiment sur cet aspect-là que je vais attendre Klay Thompson, parce que de l'autre côté du terrain, je suis quand même plutôt serein. Et encore une fois, même si ça venait à ne pas marcher, je suis totalement OK avec les montants qui ont été donnés et la durée. J'avais peur qu'on donne 4 ans, on a donné 3 ans, c'est très bien pour un mec de son âge. Évidemment, il a négocié la player option, ça me choque pas. Vu les montants, moi ça me va totalement. Pour la petite anecdote, pour finir, il y a de ça
6-7 ans, tu m'aurais demandé mes 2 joueurs préférés hors Mavericks. J'aurais répondu Porzingis et Klay Thompson. Alors, si on m'avait dit qu'en 2024, les 2 seraient passés par Dallas, j'aurais halluciné à l'époque. Mais je suis bien content qu'il nous rejoigne, même si ça va faire bizarre de le voir sans un maillot des Warriors, ça c'est sûr. Quentin est en train de nous dire qu'il va acheter sous très très peu le nouveau maillot de Klay Thompson de Mavs. Ouais. Le nouveau maillot City Edition, là, il y en a un chaque année. Je me demandais pour qui il allait partir. Du coup, je pense que j'ai ma réponse. Après, je sais pas quel numéro il va avoir, puisque le 11 est déjà pris, donc Ouais. va falloir décider. Nico, est-ce que toi, tu es d'accord avec Quentin? Qu'est-ce que tu penses que Klay va amener aux Mavs? Je suis partiellement d'accord avec lui en fait, parce que pour moi la grande question sur Klay Thompson, c'est pas, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas en guerre avec un grand général qui a fait 6 guerres avant toi et qui a plein de breloques là, du coup sur sa tenue. Il n'y a aucun problème sur tout ce qu'il a fait par le passé, comment il a été brillant à la fois offensivement, défensivement. On parle d'un mec qui a quand même 4 titres, qui a fait 6 finales NBA, donc le passif parle pour lui. La grande question en fait pour moi, c'est où est-ce qu'il en est physiquement. J'ai pas d'inquiétude sur le shoot, j'ai pas d'inquiétude sur le passing game, c'est où est-ce qu'il en est physiquement et notamment défensivement. Et ça, c'est difficile en fait, c'est vraiment difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Après, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il va apporter de l'expérience. Justement, 34 ans et tout ce background, tous ces titres, tous ces finales, il a beaucoup gagné. Et ça fera forcément beaucoup de bien. Une équipe qui est quand même relativement jeune, hein. Je me refaisais encore un peu les dates de naissance des joueurs majeurs des Mavs. C'est jeune en fait, hein. Luka 25, PJ Washington 25, Gafford 25, Lively qui vient d'avoir 20 ans. Il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Donc cette expérience, je pense qu'elle fera du bien à coup sûr à l'équipe. Ce que je me dis aussi, c'est que je pense qu'il va avoir faim. Il va avoir vraiment très très faim. Et j'ai hâte de voir les prochains matchs contre les Warriors. Parce qu'il parle, t'as quand même l'impression qu'il part extrêmement fâché. Et il part avec l'envie de montrer que les Warriors se sont trompés. Et j'espère que du coup les Mavs vont pouvoir en profiter, qu'ils vont pouvoir avoir un grand Klay Thompson et qui va fermer un paquet de bouches. Ouais, Quentin. Il y a un aspect qui me plaît beaucoup, parce qu'on s'est quand même rendu compte sur ces playoffs que globalement, excusez-moi de l'expression, mais notre équipe, elle est quand même, elle pue la merde au lancer franc, c'était affreux. Avoir un mec qui a plus de 90%, la saison dernière, il était à plus de 90%, ça va faire du bien. Entre Kyrie et Klay, de ce point de vue-là, je pense qu'on va vraiment gagner, comme tu l'as dit, en expérience et avec son âge, tout ce qu'il va ramener dans le vestiaire, ça va être génial pour l'équipe, les gens qui sont tous les jeunes joueurs. Et je pense que ça peut vraiment apporter de la structure à notre équipe sur certains moments où elle manquait. C'est un aspect, je pense, à ne pas négliger. Et par contre, sur l'aspect, je sais pas si à quel point est-ce qu'il quitte les Warriors en mauvais termes. Je sais pas en fait si c'est plutôt à l'amiable ou s'il est vraiment en colère. Ça, je t'avoue que j'ai un doute là-dessus. Par contre, j'ai très très hâte de voir son retour à Golden State. C'est sûr que ça va être un moment assez fou à voir. Ouais, ça va être intéressant. Après, écoute, sans éplucher Twitter, sans éplucher un peu toutes les news, t'as quand même l'impression qu'il était pas très content de ces derniers mois. Et il a fini assez salement quand même, hein. Son dernier match, il finit par un horrible 0/10. Oh là là. Mais très curieux de voir ce qu'il va apporter. En tout cas, pour moi, ça va être à coup sûr une menace offensive supplémentaire dans le shoot extérieur. Et ce qui est certain, c'est que pour lui, choisir les Mavs versus les Lakers, je pense qu'il va être beaucoup plus mis en valeur à Dallas. Quand tu vas avoir, il va avoir Kyrie et Luka autour de lui, je pense qu'ils vont le servir dans ses chaussons, comme il aime, catch and shoot, décalé, et je pense qu'il va pouvoir se régaler plus que nos amis des Grands Lacs. Alors, la Ça grande fait plaisir question, de voir donc, que Pardon, vas-y. juste notre projet sportif, tu vois quand même, c'est un vrai argument quoi. Comme tu dis, les Lakers souvent ils sont toujours choisis parce que le lieu, parce que l'histoire, la médiatisation. Là, t'as LeBron, t'as AD, etc. Mais là, clairement, comme tu dis, Nico, le joueur, il sait que le projet sportif, il est vraiment très attrayant pour un joueur comme Klay Thompson qui sort de plusieurs saisons là, enfin surtout une saison où les gens parlent beaucoup de lui en mode finito, tu vois. Je pense vraiment qu'il a fait un très bon choix. S'il y a une équipe, un projet sportif qui peut effectivement à son âge lui redonner un second élan dans sa carrière et encore une fois repartir après les croisés et les Achilles
trucs de voilà, c'est super super compliqué. C'est Dallas quoi. Et vraiment chapeau à lui pour ça et je pense qu'il va pas le regretter. Je l'espère pour nous. Ce qui est cool de se dire quand même, c'est que la dernière fois, quand on a enregistré le premier podcast, on se disait qu'une des difficultés des Mavs, c'était l'incapacité à attirer dans la free agency. Alors c'est pas un free agent, mais quasiment en fait, c'est un trade, des joueurs de haut calibre. Et ben finalement, une semaine après, eh ben, on se rend compte qu'une nouvelle fois, masterclass Nico Harrison a réussi à réaliser ce qu'on n'imaginait pas possible, d'attirer des gros noms, grosses stars, même si c'est plus une nouvelle fois le Klay Thompson il y a 4-5 ans. Multi All-Star, multi champion NBA qui débarque à Dallas, c'est une super nouvelle. Ouais, ouais, c'est vrai que la dernière fois qu'il était All-Star, c'était quand même en 2019 ou All Defensive Team, mais va falloir qu'on fasse gaffe entre effectivement tout ce qui représente du passé et puis voilà, bien qu'on mette nos attentes au niveau du joueur qu'il est aujourd'hui. Mais je pense vraiment qu'on peut toujours en tirer quelque chose aujourd'hui, clairement. Mais il faudra faire attention, tu vois, à ne pas trop se souvenir du Klay Thompson d'avant les blessures et de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de lui, de l'homme qu'il est aujourd'hui, du joueur qu'il est aujourd'hui. Et je pense vraiment qu'on peut avoir quelque chose de très intéressant. Bon, les gars, pour conclure sur Klay Thompson, j'ai envie de poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que Klay va être dans le 5 ? Est-ce qu'on aura un 5 avec Luka Kyrie, Lively, PJ Washington et Klay Thompson ? Alors, je vais commencer avec toi, Quentin. Est-ce que tu crois qu'il va être dans le 5 ? Est-ce que je crois ou est-ce que j'ai envie ? Les deux, vas-y. Je pense que tu as envie. Est-ce que tu penses qu'il va y être ? En vrai, je pense qu'il va être dans le 5. Et j'ai envie qu'il soit dans le 5. Mais je dirais que c'est un peu des raisons différentes. La raison pour laquelle je pense qu'il va être dans le 5, c'est parce que si tu ne le mets pas lui, tu mets qui ? Mais la réponse, c'est du coup, j'imagine Marshall. Non, je le vois pas passer devant Klay Thompson, tu vois. Quitte à ce que il nous fasse comme beaucoup de joueurs qui en fait sortent très rapidement ensuite au bout de quelques minutes. Et puis après, tu t'ajustes tes rotations en fonction de ça. Je pense vraiment qu'il va starter voilà, aux côtés de Kyrie et de Luka. J'ai envie, mais là c'est un peu mon côté, je sais pas, traditionnel, parce que je trouve qu'avoir comme ça du coup tes stars qui sont en même temps sur le terrain, c'est une bonne chose. Encore une fois, on va adapter le coaching pour que ça aille bien, parce que défensivement, il va avoir des mismatchs, parce que ça veut dire qu'il va être poste 3. Mais je pense que pour la forme aussi, le mec nous a choisi. Comme tu l'as dit, Nico, c'est un trade, mais au final, c'est un peu une signature du free agency. Et prenons le temps pour nous applaudir. C'est la plus grande signature de free agency de notre histoire. Tu vois, limite, si on prend ça comme une signature. Le mec nous a choisi. Je pense que effectivement, ça va choisir de le faire starter. Et puis j'espère que voilà, les stats seront pas trop mauvaises parce que sinon effectivement, il faudra prendre d'autres solutions comme on l'a fait avec Tim Hardaway Jr. Mais en tout cas, pour débuter la saison, ça va faire Luka Kyrie en 1-2, Klay Thompson en 3, PJ 4. Et puis ça, c'est une question qu'on se garde pour nous, pour notre podcast de rentrée, qui sera titulaire poste 5. Mais en tout cas, Klay Thompson, pour moi, doit être starter et sera starter pour commencer la saison. La vraie question, c'est plus est-ce qu'il finira les matchs. Voilà. Alors Nico, et toi, est-ce que tu es d'accord ? Après, il m'a pris ma conclusion. C'est pas possible, j'allais dire exactement la même chose. C'est vrai que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de finir les matchs. Mais après, pour l'ego, je pense que pour l'ego, parce qu'ils veulent le mettre bien, ils auraient tort de se le mettre à dos dès le début. Je pense qu'effectivement, il va commencer dans le 5, en fait. Mais après, tout est une question de répartition du temps de jeu. La vraie question, une nouvelle fois, ça va être sa capacité physiquement à être capable de défendre à haut niveau. Et c'est ça, pour moi, qui va driver la quantité de minutes qu'il va pouvoir avoir sur le terrain et la façon dont il va se partager le temps de jeu, du coup, avec les autres numéros 3 qui peuvent être dans l'effectif. Mais je pense qu'au début, ouais, ils vont être au moins pour l'ego. Il y a deux façons de voir le truc, en fait. Il y a soit tu le dis pour l'ego, pour le mettre bien, le mettre en confiance, tu le mets dans le 5. L'autre façon de voir la chose, c'est tu te dis, tu veux pas trop lui foutre de pression, tu commences à le mettre du banc, à le faire comme, tu le mets sur le banc et après il va commencer à jouer. Mais je pense que pour le mettre bien, pour le mettre en confiance, ils vont commencer à le mettre dans le 5 à côté de nos autres stars, en fait. Le vrai débat, mais effectivement, on l'aura une autre fois, c'est Gafford versus Lively. Mais
Mettons-le dans le 5 au début, on le souhaite qu'il cartonne et qu'on se pose même plus cette question de est-ce qu'il doit être sur le banc ou pas. Ça Ok, va être la les gars. bonne Bon, approche, hein. je crois qu'on a bien fait le tour de Klay Thompson. Comme on a dit, on l'a échangé essentiellement avec Josh Green. Donc, on a laissé Josh Green partir à Charlotte. Je pense qu'on peut passer un petit moment pour parler de Josh Green. Donc, est-ce que c'est une grosse perte pour Dallas? Est-ce que on a été jusqu'au bout de Josh Green et on lui a donné suffisamment sa chance? Nico, j'ai envie de poser cette question à toi. Ouais, en fait, je pense que quand une équipe qui grandit, c'est une équipe qui sacrifie des joueurs avec du potentiel, qui apportent déjà de la valeur, et où on se dit ils ont un potentiel supplémentaire. Je pense que Josh Green, il rentre exactement dans cette catégorie-là. Il venait de boucler sa 4e saison avec les Mavs. Je pense qu'il a beaucoup progressé depuis sa première saison de rookie. Il a des vraies qualités d'energizer, une intensité physique, il a de la vitesse, il a de la défense. Il s'est montré intéressant dans le shoot extérieur également, dans la saison régulière, dans les playoffs. Il est aussi assez régulier. Ça, on l'a vraiment bien vu toute l'année. Est-ce qu'il est à son max aujourd'hui? C'est difficile à dire. Moi, je l'approcherais en disant simplement qu'à court terme, je pense qu'on améliore l'équipe. Et apporter du talent brut comme Klay Thompson, qui a au moins 2 ans costaud devant lui, je pense qu'à court terme, c'est forcément positif. À moyen terme, c'est difficile à dire en fait. Et j'avoue que je suis un peu comme notre ami Williams dont on a parlé, Grant Williams, qu'on a parlé la dernière fois. Je suis très curieux de voir ce que Josh Green va donner à Charlotte. Dans un autre contexte, une autre équipe, je pense qu'il va avoir du temps de jeu. Là aussi, il va être à mon avis dans le 5. Donc je veux voir après le changement d'environnement et le changement d'équipe, je me dis ça peut être une bonne opportunité pour lui. Donc très curieux, ça me fait un peu chier de perdre un de nos Australiens préférés. C'est ce qu'il fallait, je pense. Donc le move, il est de toute façon, il fallait lâcher du lest et il fallait apporter une monnaie d'échange. Donc malheureusement, la saison de Josh Green, elle était juste bien et on attendait qu'il franchisse un cap, ce qu'il n'a pas fait. Donc pour moi, c'était le bon move. Après, la grande question, c'est est-ce que Quentin Grimes, il va compenser, il va apporter défensivement et aussi dans l'énergie ce qu'on va perdre de Josh Green. Bon, Juste pour Josh Green, pour répondre à la question de Nico sur est-ce qu'il était à son niveau maximum, j'ai quand même l'impression que c'est le type de role player qui effectivement avait atteint son plafond, notamment sur la saison dernière, qui j'ai trouvé était meilleure que la saison qu'il a fait actuellement. Il mérite son contrat là, 12 millions, quelque chose comme ça. Il peut apporter dans beaucoup d'équipes. Il est encore jeune, il a sa place en NBA. Néanmoins, je ne le vois pas progresser davantage. Je pense aussi qu'il était dans une équipe où il arrivait à bien se montrer, dans le sens où même si il n'avait pas forcément un shoot qui était régulier, sur le reste, il apportait énormément d'énergie et il va beaucoup me manquer pour ça. Mais du coup, il s'intégrait bien dans notre équipe. Sur les Hornets, je sais pas ce que ça va donner. Je suis peut-être moins optimiste que Nico et j'ai un peu peur que ça nous fasse un peu comme mon chouchou Dorian Finney-Smith, qui était parfait à Dallas et puis arrivé aux Nets dans un autre environnement. Le joueur a l'air tout d'un coup beaucoup moins attrayant, beaucoup moins efficace, efficient. Donc j'espère me tromper pour Josh Green. En tout cas, comme tu l'as dit, il fallait envoyer de l'argent quelque part. Et comme on n'a déjà plus beaucoup d'assets, c'était soit t'envoyais un contrat boulet et tu mettais des assets avec, soit tu envoyais un jeune joueur qu'une équipe acceptait de recevoir contre rien. Et c'est tout à fait le rôle de Josh Green. Et je suis aussi en adéquation avec Nico dans le sens où c'est un joueur qu'on peut plus ou moins espérer remplacer avec les acquisitions de Marshall et aussi de Quentin Grimes, et aussi ne pas oublier Dante Exum qui devrait être là aussi l'an prochain et qui en sortie de banc sur certains aspects peut, je pense, récupérer certains aspects qu'avait Josh Green. Donc voilà, grosse perte pour Dallas. Ce n'est pas une grosse perte, je pense, c'est une monnaie d'échange qui a été perdue pour un pari dont on vient de parler avant qui est bien. Et voilà, juste terminer par dire que c'était 4 belles saisons quand même à Dallas. C'est toujours un peu dur de se séparer des rookies comme ça auxquels on s'attache. En plus, c'est comme tu as dit, Nico, c'est un Australien qu'on adorait. C'était vraiment vraiment un bon gars. Le dernier match de la saison, c'est limite le meilleur Mavs face aux Celtics. Clairement. Donc voilà, je lui souhaite vraiment tout le meilleur à ce mec.
Et puis on le recroisera sur le circuit. Il va encore faire quelques années en NBA, ça j'ai aucun doute là-dessus. Ok les gars, bon alors on va passer à un autre trade qui c'était d'ailleurs le premier trade de l'intersaison pour les Mavs, le trade entre Tim Hardaway Jr. et Quentin Grimes. Alors j'ai regardé les stats pures offensives des deux joueurs. Je vois Tim Hardaway 40% au tir, 35% à 3 points et 85% au lancer franc, 14 points par match. Ça c'était la dernière saison. Pour Grimes, on est à 37% au tir, 34% à 3 points, 75% au lancer et 7 points par match. Alors, j'ai envie de poser une question. Est-ce que le trade, il est bon pour Dallas? Est-ce qu'on n'aurait pas pu espérer un tout petit peu mieux pour Tim Hardaway qui, quand tu regardes ses stats brutes, pourrait attirer une équipe, pourrait intéresser une équipe pour son impact offensif? Quentin, est-ce que tu as une réponse à cette question? Déjà, il y a un aspect qui est vraiment important, un peu ennuyant peut-être, mais il faut vraiment que j'en parle. C'est le fait que dans ce trade-là, on reçoit effectivement Quentin Grimes, mais il y a aussi quelque chose d'autre que ça nous a permis, c'est en fait de descendre au niveau de la masse salariale de l'équipe et en fait nous faire passer en dessous d'une limite qui nous permet d'utiliser quelque chose qu'on appelle la mid-level exception. Et en fait avec Tim Hardaway Jr. on aurait été au-delà de cette limite, on n'aurait pas pu utiliser la mid-level exception normale, on aurait eu une toute petite mid-level exception. Comme on l'a dit au début de l'émission, le but c'était de re-signer Derrick Jones Jr. et on savait que pour ça il nous fallait la mid-level exception complète. Donc moi ce trade, quand je l'ai vu, en fait ce que j'ai vu c'est en retour on reçoit Quentin Grimes mais aussi de quoi signer Derrick Jones Jr. C'est comme ça que j'ai vu le trade et du coup j'étais totalement en adéquation avec ça, c'est-à-dire tu te débarrasses d'un contrat expirant, il restait plus qu'une année à Tim Hardaway. En échange, tu reçois un rookie, un joueur qui est en fin de contrat rookie, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau, tu vois. Pour moi, il peut devenir quelque chose, et tant mieux si Quentin Grimes devient quelque chose, mais tu t'offrais surtout la flexibilité d'aller signer un joueur avec donc la mid-level, c'est environ 12 millions la saison. C'est ça qu'on s'est offert par le biais de ce trade, parce qu'on envoie aussi des pics dans la balance. Je pensais qu'on allait signer Derrick Jones, c'est pas le cas, mais en fait, ce trade, il faut le voir comme on récupère Naji Marshall, tout simplement, et Quentin Grimes. Et Quentin, désolé de t'interrompre, mais je pense qu'il y a aussi, si on aime bien Tim Hardaway Jr., je pense qu'on est obligé de reconnaître qu'il était vraiment en fin de cycle chez les Mavs et en crise de confiance. Enfin, c'était le gouffre de la confiance. Ah oui, j'allais venir du coup pour dire que dans son intérêt, il devait quitter les Mavs. En fait, c'était vraiment quasi obligatoire. Alors, il devait quitter les Mavs, mais en plus, il avait sa valeur marchande était devenue négative. C'est-à-dire que tu trouves aucune équipe qui accepte ce joueur s'il y a rien qui va avec. Et donc là, on est tombé sur une équipe parfaite, c'est-à-dire une équipe qui va tanker, qui pouvait absorber le contrat. Il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça qui peuvent absorber un contrat sans rien envoyer en échange. Enfin, et donc du coup, Détroit, c'était le cas. Ils ont pris leur second round pick. En plus dans la balance, et puis eux ils vont avoir un mec qui vont pouvoir faire jouer, qui va être affreux, ça va être comme ce qu'on avait vu à New York, je vous préviens. Détroit, ça va pas être joli à voir, eux ils sont en mode de toute façon on veut Cooper Flag à la draft 2025, c'est parfait pour eux ce genre de trade. Donc au final le perdant de cette histoire pour moi c'est Tim Hardaway Jr. parce qu'il va se retrouver dans un projet un peu moisi, et c'est pas lui qui l'a choisi, contrairement à Tobias Harris, mais là je fais un hors sujet. Donc voilà, les deux équipes sont très contentes, et non, Barnes, je pense que là, avec la saison qu'il a fait, on pouvait pas vraiment espérer mieux. L'an dernier, à la limite, on aurait pu faire quelque chose parce qu'il aurait pu être intéressant. Là, il était vraiment trop cataclysmique en défense, et il apportait pas assez en attaque pour intéresser une équipe qui vise vraiment quelque chose. C'est pas pour rien qu'il finit à Détroit et qu'on est obligé d'envoyer des pics dans la balance. Pour moi, c'est le retour à la maison pour lui. Il est originaire du Michigan à la base, donc il va retourner à la maison. Essayer d'être positif. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que mais penses juste que c'est mini plus, parenthèse, ceux qui, si tu veux, enfin, tu vas voir les stats de Tim Hardaway Jr. dans toute sa carrière. Quand il était à Atlanta sous Budenholzer, les stats elles sont très bonnes parce que tu as un jeu léché collectif qui était mis en place exactement pour le démarquer à 3 points, c'était très bon. Il arrive à New York, on lui a dit bah vas-y,
crée pour toi les pourcentages chute direct, et puis à Dallas, et t'es limite sur du 40% parce que t'as Doncic, etc. C'est le genre de joueur qu'il faut vraiment qu'il soit dans un effectif qui est là pour le mettre en valeur. Là, à Détroit, à moins que Cade Cunningham nous fasse une saison de MIP, et puis bon, je pourrais y croire, je pense que ça va pas être très joli. Désolé, je t'ai coupé, Barnum. Non, mais je voulais qu'on essaye de comprendre aussi quelle était la stratégie de Nico Harrison, qu'on regarde un petit peu le profil de Quentin Grimes et comment il va s'intégrer dans cette équipe, dans l'équipe des Mavs. Donc, Nico, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le profil de Quentin Grimes, pour voir s'il va bien s'intégrer? C'est fantastique, on a un Quentin et un Nico chez les Mavs. Déjà, je pense que ça mérite d'être souligné. Ouais, il Désormais. manque un Barnabé. Ouais, je pense qu'on Ouais, risque d'attendre il quelques risque années. pas d'y avoir un On ouais, va attendre. Écoute, Quentin Grimes, déjà le premier truc, je me disais que l'axe de transfert New York-Dallas, c'est un peu l'autoroute quand même, hein, parce qu'on en a vu un paquet de ces dernières années de transferts entre les Knicks et les Mavericks, donc Ouais. encore un trade du coup entre les Knicks et Dallas. Pour présenter Quentin Grimes, je me dis déjà, il a été drafté par les Knicks, hein, du coup, était 25e pick en 2021. Je me dis qu'il a beaucoup de mérite parce qu'il a survécu à Tom Thibodeau, ce que tout le monde n'a pas réussi à faire. Je pense à notre Evan Fournier national. Mais du coup, quand tu es au Knicks et que tu es coaché par Thibodeau et que tu es sur le banc, bah, tu joues très très peu. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Il n'a pas une confiance absolue déjà de base dans les rookies. Et puis surtout, il aime bien faire jouer son 5 majeur pendant 45 minutes minimum. Donc forcément, il n'a pas eu beaucoup de place, du coup, Quentin Grimes. Donc je me dis qu'il a quand même montré des éclairs en fait à New York. Il a un bon parcours universitaire aussi. Je suis allé piocher un petit peu. Intéressant, c'est un mec qui est du Texas à la base, hein, encore une fois. Il a grandi proche de Houston. Il était à fac à Kansas et après à Houston. Donc pareil, c'est un peu le retour à la maison. Moi, c'est une de mes marottes. Moi, j'aime bien quand les mecs retournent un peu dans leur région d'origine. Ça me fait toujours sourire, ça me fait toujours plaisir. Pour revenir un peu sur son profil, plus défensif, défense 1-2 majoritairement. Il a un shoot extérieur, pareil, un peu comme Josh Green, pas forcément super régulier, mais il a de la défense, il a du potentiel. Donc, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il est dans sa saison rookie encore, et encore dans son contrat rookie, pardon. Donc, t'as pas grand-chose à perdre en fait sur ce Quentin Grimes. Je me dis que il risque d'avoir faim. Il a une vraie place en fait sur ce poste-là. Il risque clairement d'avoir des minutes avec les Mavs, et ça peut être une très bonne surprise. La grande question, c'est plutôt, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Aginsa? Ça, je pense pas vraiment, par contre. Mais ça, on verra. La Summer League va probablement répondre un peu à cette question sur comment il va se positionner par rapport au reste du roster. Mais c'est un pari intéressant. Pareil, pari, tu n'as pas grand-chose à perdre. Potentiel certain, complémentaire par rapport aux joueurs qui sont sur l'effectif. Il va aussi être en concurrence avec Hardy, qui lui aussi aura une belle carte à jouer l'année prochaine. Donc, non, il a un profil intéressant, bien complémentaire. Je pense que pour lui, quand on disait que Clay, il allait profiter des talents autour de lui, je dirais la même chose pour Quentin Grimes. Il arrive dans une équipe qui n'est pas surchargée à son poste, où ses qualités vont être attendues et recherchées par les Mavs. Donc, très curieux de voir ce qu'il va donner. Ouais, je connais pas forcément énormément le joueur, mais totalement en phase avec ce qu'a dit Nicolas, notamment sur la prise de risque. On est sur la dernière année d'un contrat rookie, donc il coûte rien, 4 millions. Et puis du coup, en fait, si ça marche, on peut le prolonger comme on veut l'été prochain. On a tous les droits sur lui, vu qu'il a été tradé. Et si ça marche pas, ça partira. Et c'est pas un souci. Encore une fois, le trade dans cette histoire, c'était fait pour pouvoir recruter. Donc Quentin Grimes, moi je le vois vraiment un peu comme la cerise sur le gâteau, avec une bonne surprise qui peut en découler. Et je crois à notre potentiel de à nouveau sortir un joueur du marasme des Knicks, même si l'an dernier c'était excellent, mais habituellement, et puis d'en faire un joueur meilleur et de lui amener une situation meilleure. Donc content de cet homonyme qui nous rejoint à Dallas.
Ok, donc Quentin, quand tu nous as expliqué tout à l'heure que ce trade, il était fait essentiellement pour un peu libérer de masse salariale pour re-signer Derek Jones Jr. Honnêtement, au début de l'intersaison, on était tous les trois d'accord pour dire que c'était l'objectif numéro un de Nico Harrison. Alors, pourquoi est-ce que les Mavs n'ont pas pu garder Derek Jones? Il est parti aux Clippers. Alors, la réponse, je pense, elle est très simple. C'est que il voulait, il voulait aller à Los Angeles et Los Angeles a été pour lui plus attractif que Dallas parce que on avait l'argent et je ne peux pas croire au fait qu'on n'était pas prêt à dépenser la somme que les Clippers, pardon, ont mis en Derrick Jones Jr. que nous on voulait pas la dépenser pour lui parce qu'en fait on dépense un montant qui est à peu près similaire pour Marshall. Pour un profil qui peut se rapprocher sur certains points, mais bon, Derrick Jones, on savait déjà ce qu'il valait, donc on aurait préféré le garder plutôt qu'avoir Marshall. Lui était free agent libre, donc il allait où il voulait. Il a décidé de choisir la Californie, donc d'un point de vue argent, et pareil, il aurait gagné un peu plus au niveau des taxes en restant au Texas. Je pense que l'attrait de Los Angeles, comme pour beaucoup de joueurs, a joué contre nous dans ce cas. Donc on a gagné la bataille pour Klay Thompson, mais du coup on l'a perdu pour Derrick Jones. J'avais dit que voilà, je leur voudrais pas de partir dans une équipe pour prendre l'argent. Je pensais qu'une équipe un peu plus mauvaise, un peu à la Indiana Bruce Brown, vous voyez ce genre de truc, lui proposerait un gros paquet et puis il irait, il y aurait pas de souci. Là, j'étais un peu plus étonné dans le sens où je pense vraiment que on était prêt à mettre ce montant pour lui. Je pense vraiment pas que Nico il bluffait quand il disait c'est notre priorité numéro 1A, numéro 1B. Donc je pense juste que pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le garder? Parce qu'il avait le choix d'aller où il voulait, et puis il a eu cette offre des Clippers, il s'est dit c'est à peu près ce que je peux avoir à Dallas. Est-ce que je préfère Dallas ou Los Angeles? Allez, je préfère Los Angeles. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et tu crois pas qu'au niveau basket, il n'y a pas un risque que finalement, un peu comme ce qu'on disait avec Josh Green, il parte dans une équipe et que finalement il y sera moins bien mis en valeur. Est-ce que Dallas c'était pas vraiment le fit parfait pour lui? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour lui ça soit plus compliqué à Los Angeles? Pour moi, carrément, mais à la différence d'un Klay Thompson qui lui a déjà signé des contrats max, gagné de multiples bagues, et qui du coup là lui a plus besoin d'aller chercher de la thune ou de se faire plaisir, lui il est vraiment plus pour le projet sportif. Je pense que Derrick Jones, qui est sorti de plusieurs années où il galérait à trouver une place dans la ligue, tu vois, là, il signait un contrat minimum, là il a envie de signer à un contrat, un gros contrat, et il veut aller un peu à l'endroit, se faire plaisir aussi sur la destination, et du coup je pense qu'il a un peu privilégié cela, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, d'un point de vue sportif, je pense que ses stats vont être moins bonnes aux Clippers, parce qu'il était dans un effectif où il était vraiment mis en avant, que ça soit par des tirs ouverts à 3 points, ou par des lignes de drive qui étaient dégagées avec notre spacing, et qui fait que voilà, il a régalé avec ses gros dunks, etc. Clairement, pour moi, il fera une moins bonne année chez les Clippers. Mais voilà, écoute, il a mérité, en tout cas pour moi, ce droit de choisir où il veut aller. Et voilà. Et on est d'accord que Derrick Jones c'était le défenseur numéro 1 pour Dallas. C'était celui qui prenait le meilleur joueur adverse la plupart du temps. Est-ce qu'on va réussir à remplacer Derrick Jones? Est-ce que Najee Marshall va pouvoir remplacer Derrick Jones à ce poste-là? Nico. Ouais, après, je dirais pas forcément le meilleur défenseur de Dallas. Je pense que c'est PJ Washington. C'est pas forcément le défenseur sur le meneur, mais PJ Washington était le défenseur élite de Dallas, et c'est coltiné généralement tous les numéro 3 et numéro 4 les plus sérieux qu'il pouvait avoir en face de lui, et même parfois 5. Après, moi je regrette énormément le départ de Derrick Jones Jr. parce qu'il a fait il a fait vraiment une saison incroyable, inattendue. Moi, je kiffais son intensité, la polyvalence, alors, effectivement la qualité du jeu défensif, mais aussi son shoot extérieur qui était pas dégueulasse. Évidemment, sa détente complètement irréelle. On a quand même un paquet de highlights incroyables avec Derrick Jones Jr. Puis tu avais quand même l'impression qu'il était super bien intégré à l'équipe.
Donc j'avoue que moi j'étais surpris quand même qu'il quitte les Mavs, mais a priori on ne peut rien contre les palmiers californiens. Donc écoute, très bien pour lui. Je souhaite moi aussi pareil, grande réussite aux Clippers. Intéressant de voir maintenant que Paul George a quitté les Clippers, il aura peut-être aussi un rôle peut-être plus important que ce qui aurait été le cas il y a quelques jours. Donc très curieux de voir ce qui va se passer. Après, pour répondre à ta question, Barnab, Najee Marshall, écoute, on va voir ce que ça va donner. Je me dis en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que on sent que Nico Harrison, il a anticipé, donc on se retrouve pas à poil. Est-ce que c'est un bon choix? C'est difficile à dire à ce stade. Ce qu'on sait, en tout cas moi, l'image que j'ai de Najee Marshall, il y a plusieurs joueurs un peu des Pelicans qui sont un peu dans ce cas-là. Pour moi, c'est vraiment le col bleu, quoi. C'est vraiment le col bleu. C'est pas le gros talentueux. C'est le mec qui a pas été drafté en NBA, mais qui a fait son trou vraiment à la sueur du front. Et quand tu regardes un peu ses highlights, c'est pareil. C'est un mec qui a de la taille, du physique, qui va être une peste défensive de première catégorie. Et qui va apporter ce dont les Mavs ont besoin en fait. Et ce qu'apportait aussi Derrick Jones Jr., une intensité défensive. Est-ce qu'il le fera avec la même qualité que Derrick Jones Jr.? Écoute, je sais pas. Mais en tout cas, il a un vrai rôle intéressant. Il va probablement. Alors, ça revient un peu à notre débat du début. Est-ce qu'il va être Klay Thompson va être sur le banc, il va être dans le 5. En tout cas, Najee Marshall va prendre des minutes et il va se partager du temps de jeu avec Klay Thompson. Donc, à lui de montrer en fait qu'il peut avoir quelque chose d'important pour l'équipe. Après, je crois qu'il signe 27 millions sur 3 ans. Donc, c'est pareil, la même réflexion qu'on faisait tout à l'heure pour Klay Thompson ou un autre registre de Quentin Grimes. Bon, c'est pas un contrat toxique. Hein. Je veux dire, au pire, ça se passe pas bien, c'est pareil. Ça, c'est des contrats que tu peux facilement t'en débarrasser. Donc ouais, très curieux de voir ce que va donner Najee Marshall. Et quand est-ce que tu truc peux qui est nous drôle, c'est expliquer que un peu son profil? Ouais. alors Vas-y. ouais bah le profil déjà il y a certaines similarités avec John Jr. Les deux ont quasiment le même âge, ils ont 1 an d'écart. Les deux sont pas draftés, donc entre guillemets ils viennent de loin parce que là, encore une fois la difficulté de ne pas être drafté en NBA et de se faire une place, c'est quand même c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et les deux ont réussi l'un en Pelicans et l'autre dans de multiples équipes à se faire comme une petite place en NBA. Et puis on est sur deux joueurs qui sont vraiment athlétiques, qui sont bons en défense. Pour moi quand même on est sur une constance de shoot qui est moins bonne que ce que Derrick Jones Jr. Nous a donné. Cependant, il y a un peu la jurisprudence de attention, voir ce qu'un joueur qui arrive dans une équipe avec Luka Doncic à la main peut se révéler. Tu vois le truc, ça se trouve en fait sur des catch and shoot, il peut totalement tourner à 38% à 3 points. Donc j'espère pour de ce côté-là. Donc voilà sur le profil aligné avec au final avec tout ce que Nicolas a dit. Pour moi ça sort du banc. Clairement, mais il va nous être très utile pour l'énergie de la jeunesse aussi, même s'il n'est pas tout jeune, mais comparé à un Klay Thompson, et c'est sûr que la polyvalence de Marshall pourra faire du bien dans ce secteur-là. Il est aussi plus costaud, donc on pourra peut-être défendre plus facilement sur certains profils de joueurs qui sont un peu plus 3-4, hein, là où Klay Thompson aura du mal. Donc voilà pour moi sur les différents aspects dans lesquels il va pouvoir nous aider. Et puis oui, moins de 10 millions la saison, il y a pas de souci. Hein. Si ça se passe pas bien, ça c'est typiquement le genre de joueur qui peut se retrouver tradé en février prochain si une très belle occasion se propose à Nico Harrison pour faire venir un joueur de haut calibre à Dallas. Ça m'étonnerait pas que ce soit le genre de joueur qui parte à l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, pour le début de la saison, il aura sa place dans la rotation, dans les premiers joueurs qui sortiront du banc. Et puis, je pense qu'on peut en tirer un peu plus que ce qu'il a amené au Pelicans. Il me semble que la saison dernière, il a pas été excellent. C'était plutôt sur d'autres saisons qu'il avait montré. Mais voilà, c'est une bonne pioche, clairement. Avec comme a dit Nico, ton homonyme était préparé à réagir rapidement au départ de Derrick Jones. Du coup, ça me fait penser que il devait savoir au fond de lui, peut-être depuis plusieurs jours, au final, que Derrick Jones allait partir pour qu'on ait réussi à réagir aussi vite et à trouver aussi vite Najee Marshall. Peut-être qu'on savait que Derrick Jones avait choisi de partir.
Pour faire une Juste, j'ai comparaison envie il y a de quelques te dire, années, Quentin, que au shoot, je regarde les stats la saison dernière, Najee Ouais. Marshall, 38,7% à 3 points, c'est pas mal, hein, et Combien de ça peut tentatives? encore une fois. C'est pas mal, ouais. Alors, combien de tentatives? Je sais pas, il faut que je regarde. Mais bon, il y a du potentiel, quoi, c'est ça que je veux dire. Hmm. Bah écoute, hein, alors si ça peut faire la cerise sur le gâteau, hein, comme on l'a dit dans le podcast 1, moi, P.J. Washington, je l'attendais énormément en défense. Honnêtement, je l'attendais pas à 3 points. Et puis, il m'a amené beaucoup de très bonnes surprises. Je vois, il a 2,3 tentatives par match. Bah C'est écoute, pas beaucoup, ouais. ouais, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas une tentative par match, quoi. Donc pourquoi pas. Je vois que les saisons d'avant, il était pas ouf, mais que sur la dernière, il s'est bien débrouillé. Donc pourquoi pas. Ça pourrait être une très bonne surprise. juste pour clore sur Nico Harrison, Nico le bien nommé, ravi de voir qu'on n'est pas dans un scénario à la Jalen Brunson. On repart pas à poil et on n'a pas, cette fois on a un peu anticipé et on a un plan B. Donc après on verra si le plan B c'est une masterclass ou c'est juste une bonne solution au moins temporaire. Mais en tout cas on se retrouve pas à poil. Donc rien Ouais. que pour ça déjà bravo, bien anticipé. Ouais. Ok les gars, bon alors on va essayer de finir un petit mot pour notre Frenchie, hein, notre nouveau Frenchie Melvin Aginsa qui nous rejoint via la draft, un pick de 2e tour. Alors Nico, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ce joueur qui vient de Villeneuve-Saint-Georges, il me semble. Qu'est-ce que les Mavs ont vu en lui pour le drafter cette année? Ils ont vu un potentiel, hein. C'est un joueur qui vient juste d'avoir 20 ans, donc évidemment encore assez brut, mais ils ont vu un grand potentiel en lui, notamment physique. Il a été 2 fois meilleur jeune de Pro A cette année. Il est joué à Saint-Quentin. C'est le 5e Français à la draft, hein. Je veux juste glisser ça quand même, c'est fou. Alors même s'il est beaucoup plus en fin de draft, en fin de second tour, bravo à lui. Écoute, pareil, grosse opportunité pour lui à la Summer League. Très curieux de voir comment il va pouvoir s'intégrer en fait dans l'effectif. Il a des grosses qualités défensives. Les Mavs en auront besoin. Je pense qu'il va être en concurrence directe avec Quentin Grimes sur ce poste-là. Pour moi, il ressemble un peu à un jeune Josh Green, quoi, sur le côté très energizer slasher. Donc, écoute, c'est cool aussi d'avoir un autre Français à Dallas. On a eu l'autre Français, notamment son cousin Alexis Aginsa, qui était arrivé jouer il y a bien longtemps. Il y a plus de 10 ans maintenant, du coup, 13 ans même. L'année du titre. Ah, voilà, ouais, une belle année. J'espère que du coup, ça va nous porter chance. Ouais. J'ai juste parce que du coup, ça me fait penser la dernière saison où Klay Thompson ne jouait pas avec Stephen Curry, c'était l'année du titre. Waouh. Voilà, ça fait déjà deux signes pour ceux qui croient en l'avenir que la saison prochaine c'est la bonne. Après, pour clore à ta question, Barnab, je pense que c'est difficile de savoir ce qu'il va faire l'année prochaine, en fait. À lui de voir ce qu'il va donner en Summer League. Est-ce qu'il va jouer en G League? Est-ce qu'il aura quelques minutes en NBA? Est-ce qu'il va être potentiellement prêté en Europe? Je pense qu'on aura la réponse en fonction de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, là. De la réalité de ce qu'il peut apporter. Ça me semble plutôt je lui souhaite beaucoup de succès, mais ça me semble quand même plutôt un plan sur plusieurs années. Faut pas s'attendre à ce qu'il joue 20 minutes dès cette année, hein. C'est pas, ça semble un peu a priori. En tout cas, on est super content d'avoir un Français dans l'équipe. Peut-être qu'on pourra l'inviter sur notre podcast pour l'interviewer. D'ailleurs, on emmènera Omax aussi, puisque on pourra le faire en français. Et voilà. Donc, Quentin, tu avais quelque chose à rajouter sur Melvin? Ouais, c'était juste que, de 1, déjà, on fait encore une fois un trade, hein, pour récupérer le pick de draft, parce que nous, on avait le pick 58 et on le récupère en 51. Donc, Nico, à ton avis, avec qui est-ce qu'on a fait un trade pour récupérer le pick? Évidemment, toujours la même équipe. L'autoroute entre les deux villes. Exactement, les Knicks. Et alors, juste pour l'anecdote, parce que ça me fait trop rire, vous savez que, en gros, on échange donc le pick 51 contre le pick 58, et en échange, on leur rajoute juste de la thune et les droits de draft d'un mec qui a été drafté en 2007. Genre un mec en fait qui est jamais venu jouer en NBA, qui joue toujours en Europe, et dans le trade,
eh ben, on envoie les droits de ce mec, donc Petteri Koponen, je connaissais même pas, à New York. Et ça nous permet de récupérer ce pick 51. Donc ça, je voulais quand même le dire pour la culture. Et puis ensuite, pour nuancer un peu ce qui a été dit par Nicolas, allez, je suis peut-être un peu plus pessimiste, un 51e pick de draft, je sais pas si, je pense pas que sur cette saison, il sera vraiment en concurrence avec Quentin Grimes. Pour moi, il va jouer avec les Texas Legends. Déjà, il va jouer avec la Summer League, ça a été confirmé aujourd'hui là, avec Omax. Et puis, ouais, pour moi, il va faire le parcours classique d'un second tour de draft qui est sélectionné vraiment vers la fin, c'est-à-dire jouer avec notre équipe de G-League, être appelé de temps en temps. Si on a des blessures, ce que je ne souhaite pas, il pourrait avoir du temps de jouer avec les Mavs. Mais sinon, entre Hardy et Grimes, j'ai du mal à le voir, en tout cas sur la saison prochaine, avoir de réelles minutes dans notre effectif. Mais de ce qui a été dit par Nico Harrison, il y a quand même l'air d'avoir un vrai attrait de notre franchise sur ce profil-là. Donc voilà, ils vont tenter le coup. Hein. C'est à ça que servent aussi les seconds tours de draft. Hein. T'en as 1 sur 10 qui fonctionne, surtout au-delà de la place 40. Et ben moi j'espère de tout mon cœur que ça va le faire pour avoir un Français encore à Dallas. Ça c'est sûr que ça nous ferait plaisir. Bon, ils ont quand même. S'il nous écoute, on a quelques adresses pour lui. À défaut de jouer au basket, on peut lui indiquer quelques plans sympas pour aller se promener à Dallas. Tout à fait. Exactement. Bon, les gars, je pense qu'il est temps de faire un bilan général de tous les trades, de toutes les arrivées et tous les départs. Donc, si on regarde au global, on a les départs de Hardaway, Green et Jones, les arrivées de Grimes, Marshall et Thompson. Je compte pas Aginsa puisqu'il jouera plutôt en G-League. Alors, est-ce que, au global, est-ce que vous pensez que l'équipe s'est améliorée? Et puis, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour aller gagner ce titre? Nico? Est-ce que c'est fini en fait? Est-ce que la free agency des Mavs est complètement terminée? C'est la première question que je me pose. Et j'espère, pour pas répondre à ta question, j'espère qu'ils vont saisir des opportunités de marché, notamment dans des vétérans plutôt fin de carrière talentueux qui croient en leur capacité de gagner un titre avec les Mavs. Et je pense que la NBA en a un certain nombre. Ça reste que le début de la free agency. Je pense qu'il y aura des opportunités de marché. Et j'espère que les Mavs sauront attirer, pareil, un vétéran supplémentaire qui saura leur apporter de la profondeur et notamment du scoring et des alternatives en playoff, ce qui a manqué. Donc pour moi, c'est pas encore fini. Je m'attends encore à je pense pas qu'on aura des autres trades majeurs, mais pour moi, des ajustements que le marché va pouvoir apporter. D'accord, Nico. Donc, dans ta réponse, tu es en train de dire que finalement, tu n'as pas l'impression que l'équipe s'est améliorée. Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire? Non. Je pense qu'elle s'est améliorée, l'équipe. Elle s'est améliorée, l'équipe. Rien qu'avec Klay Thompson, je pense qu'elle s'est améliorée. Je pense qu'il va apporter une valeur qu'on n'avait pas l'année dernière. On s'est débarrassé de joueurs qui étaient de toute façon en fin de parcours comme Tim Hardaway Jr. Je suis juste curieux, moi, honnêtement, la grande interrogation, enfin les grandes interrogations, c'est Naji Marshall et Klay Thompson. Le reste de l'équipe, normalement, est censé continuer à apprendre à mieux se connaître, à mieux jouer ensemble. Je reste quand même relativement confiant sur Klay. Hein. Même si il va pas être dans un niveau All-Star, mais je suis sûr qu'il sera mis en valeur correctement, même plus que correctement par Luka et Kyrie. Et qui va apporter beaucoup aux Mavs. Est-ce qu'il va apporter beaucoup ou est-ce qu'il va les amener au titre? Ça, c'est la grande question. L'équipe, elle est upgradée. Est-ce que c'est suffisant pour aller taper déjà tous les costauds de l'Ouest et éventuellement de se retrouver en finale à l'Est face à ceux qui se sont bien renforcés? Coucou les Knicks encore. Ou face à Boston encore. Pour moi, c'est encore un peu juste. Je suis sûr qu'il y a des opportunités de marché supplémentaires pour faire encore mieux et une nouvelle fois avoir plus d'alternatives sur le banc. Je trouve qu'on est un peu juste encore sur le banc pour dire qu'on est prêt pour gagner le titre cette année. Ok. Bon, Quentin, je vais y aller parce que, enfin, mon tour je sais pas, je vais y aller en mode je me casse, hein, je vais à mon tour de parler, parce que, clairement, pour notre équipe, je trouve qu'elle s'est upgradée légèrement dans le moins bon des cas, on va dire, et elle s'est bien upgradée dans le meilleur des cas. Donc,
pour moi, on a clairement de quoi gagner l'Ouest une nouvelle fois. Surtout que l'équipe qui me fait le plus peur, à mon sens, donc Denver, s'est affaiblie. On ne parle pas assez du départ de KCP des Nuggets, mais c'est vraiment une très bonne chose pour nous. Donc je pense clairement qu'on a de quoi sortir champion de l'Ouest, et on en parlera dans notre podcast preview. Cependant, je pense que nous n'avons pas, et aucune équipe n'a, de quoi battre les Celtics qui ont renouvelé tout leur effectif, qui est bien plus jeune. Pour ce qui est des Knicks ou des autres équipes de l'Est, je m'en fais pas trop parce qu'au final, on les affrontera pas en play-off et qu'ils se feront sortir par les Celtics s'il n'y a pas de blessure. Et pour le banc, je sais pas en fait. Je demande à voir sur la saison régulière. Comme ça là, j'ai plutôt un bon feeling sur notre banc. Évidemment, qui peut être amélioré parce que il faut que Narshe Marshall ça clique, que Thompson ça se blesse pas, etc. Mais je pense qu'on a une certaine profondeur avec notamment Hardy que je vais surveiller l'an prochain. Donc voilà, bien satisfait de comment on a réussi à améliorer l'équipe, alors qu'encore une fois Harrison il n'est pas grand chose sous la main. Gagner un titre sans blessure côté Celtics, désolé de revenir à eux, mais je pense pas que ça soit suffisant. Mais avec un petit coup de pouce du destin, ça peut le faire. Ouais, clairement. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre du reste de l'intersaison, Quentin? Est-ce qu'on a encore oui, des pardon, marges de excuse-moi, t'as manœuvre? raison, j'avais un dernier point là-dessus, c'est qu'on a utilisé une partie de la mid-level exception, il reste environ 4 millions et quelques à utiliser, donc ça rebondit avec ce que Nico disait, allons chercher un vétéran qui veut bosser dans une équipe qui gagne. J'ai l'impression d'être un recruteur de start-up, mais on n'a pas beaucoup d'argent à vous proposer, mais on a un super projet, donc venez nous rejoindre. Vous voulez gagner une bague là, venez à Dallas pour 4 millions et quelques. On va faire quelque chose ensemble. Donc l'été est pas terminé, mais il est quasiment terminé. Allez, parce qu'on est francophone, est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas un deuxième arrière français qui va jouer les Jeux Olympiques, qui est plutôt en fin de carrière? J'ai toujours rêvé qu'il vienne à Dallas. Vous voyez qui je veux dire? J'ai peur. Il s'appelle Evan. Ouais. Il a grandi en Nanterre. Je me dis, est-ce que c'est une opportunité de marché ou pas? Je pense que c'est peut-être un peu tard, mais j'en ai toujours rêvé. Je me suis toujours dit que ça allait arriver. Je sens le scepticisme global. Ouais, au cas où Evan il tombe sur le podcast, je vais pas répondre, tu vois. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Mais on a Klay Thompson maintenant, tu vois ce que je veux dire. Non, après, Evan, blague à part, Evan ou pas Evan, c'est en tout cas, je pense qu'un complément sur le banc vétéran me semble un ajout intéressant pour l'effectif. Dans ce cas-là, il a un contrat Marcus Morris ou pas? Parce que je veux bien trader le frère, moi. Enfin, faire un échange de frères, tu vois, ça me plaît, ça. J'ai hâte de voir un peu Marcus Morris et Luka à l'entraînement ensemble. Ils se sont fait tellement de bisous ensemble, je pense qu'ils vont s'apprécier. C'est vrai. Mais tu vois, allez, en enlevant le côté Luka, ça me plaît plus par rapport à ce que tu disais. Parce que Markieff, il est bien sympa. Ça a l'air d'être une encre dans le vestiaire. Hein. Mais sur le terrain, voilà. Alors que Marcus, je pense qu'il peut encore un peu apporter, même sur le terrain. Bref. Ouais. Bref, on pourra peut-être faire un autre épisode où on regarde quels sont les agents libres disponibles et voir lequel pourrait fitter le mieux avec Dallas. Peut-être que le frère Maurice ou Evan Fournier seront dans la liste. Les gars, je voudrais vous remercier pour cet épisode. Il y avait énormément de choses à dire. Donc, je voudrais vous remercier, vous féliciter pour vos analyses et puis vous dire à la prochaine fois. Ciao. Howdy alors. C'était de bonnes vacances. Howdy, excuse-moi. On devrait être tranquille niveau actualité. On sait pas avec Nico, Harrison. On sait jamais. Normalement, là, on devrait être un peu tranquille et pouvoir tranquillement se poser devant les JO avec certains genres des Mavs qui devraient quand même y être. Mais ouais, howdy. Et abonnez-vous sur le réseau. Maintenant qu'on a des jolis comptes sur Instagram, sur Twitter. Can't see the Mavericks, man. Back to Doncic. Doncic pulls up three-pointer from downtown. Bang! Bang! It's good. Doncic wins the game at the buzzer. I saw the ambitious dreams of conquerors. You watched the telecast. Celui-là était mieux.
shoes on. Let's give it shows. Bien joué. That's in his resume. What a performance by Luka and the Mavericks. Mama, there goes that man. We are witnessing the next great star in the NBA. Brilliant. Let's hear from him and go to Cassidy. Unbelievable, baby. Alors, je crois que je vais avoir une crise cardiaque.